Voici un ananas. Voici un homme qui veut couper un ananas. Comment fera-t-il? La suite de l'histoire après la pause. Tout objet technique comporte une fonction mécanique. En fait, les organes, les pièces de cet objet-là vont tous avoir une fonction précise pour l'objet. Par exemple, ici, le tube guide le mouvement du piston. On va donc dire que le piston en question, ou le tube, a une fonction de guidage. Il y a 4 fonctions de base pour les objets mécaniques, soit le guidage, la liaison, la lubrification et l'étanchéité. Commençons par la fonction de liaison. Quand on veut assembler un objet, on doit faire des liaisons entre les différentes pièces. On va donc parler d'assemblage des pièces. On peut avoir des objets qui sont directement emboîtés les uns dans les autres ou qui ont des objets complémentaires pour les liaisons. Une liaison peut être directe ou indirecte. La liaison indirecte, vous allez avoir une troisième pièce, un troisième organe qui vient lier les deux morceaux de l'objet. Une liaison directe, ça s'emboîte directement. Une liaison peut être démontable ou indémontable. Donc, une liaison démontable, la pièce pourrait se défaire facilement et on pourrait démancher l'objet sans le briser. Tandis qu'une liaison indémontable, on doit briser pour défaire. Par exemple, une soudure. Une liaison peut être rigide ou élastique. Rigide, elle ne bouge pas. Elle ne reprend pas sa forme. Et liaison élastique, par exemple, ce choc de vélo, ça reprend sa place après. Une liaison peut être complète ou partielle. Complète, il n'y a pas de mouvement possible. Partielle, la pièce conserve une certaine liberté de mouvement dans sa liaison. Regardons maintenant la fonction de guidage. Quand on a un mouvement et qu'on veut diriger la trajectoire du mouvement, on va parler de guidage. Par exemple, ici dans la pompe, on revoit cette pompe-là, c'est un guidage de translation. On peut guider, on dicte le mouvement effectué. Par exemple, ici, on aurait une roue avec un essieu. Le guidage serait en rotation. Ça permet de cette façon-là aussi d'éviter les mouvements indésirables. Revenons à notre ananas, et surtout au gars qui essaye d'éplucher son ananas. Remarquez l'outil qu'il utilise. Dans la séquence, vous remarquez une force, un mouvement et un guidage. Tentez de l'identifier, même si notre ami semble avoir un peu de difficulté à finalement éplucher et avoir un ananas qui a de l'allure. Passons à la troisième fonction, celle de lubrification. Quand on veut éviter qu'il y ait trop de frottement entre deux pièces d'un objet technique ou faire tomber notre petit Superman ici, on utilise un lubrifiant. On veut ainsi réduire le frottement. Il y a 3 types de lubrifiants. De l'huile, de la graisse, de la poudre de graphite qui sont respectivement liquides, semi-liquides et solides. À noter que pour plusieurs objets roulants, on utilise aussi des roulements à billes, communément appelés des bearings, pour réduire ce même frottement-là. Dernière fonction mécanique élémentaire, l'étanchéité. Quand un objet contient un fluide, qu'il soit gazeux, liquide ou semi-liquide, on veut rarement qu'il s'échappe par une des extrémités de cet objet-là. On va donc utiliser des pièces qui vont empêcher le fluide de s'échapper pendant une compression ou pendant un mouvement. On parle alors d'étanchéité. Les pièces les plus fréquemment utilisées sont des rondelles de liège, des anneaux de caoutchouc, communément appelés des valves, et des vis de nylon. Ça nous permet justement de confiner un liquide, un fluide, à l'intérieur. La première propriété est la dureté. Si on a un petit bonhomme ici qui tire une balle de fusil sur un tank, puisque le métal du tank résiste à la perforation, on va parler de dureté. Alors, afin de vous démontrer quelques autres propriétés des matériaux, j'ai décidé de vous faire un petit complément. Voici une feuille de métal qui représente bien la malléabilité. En fait, la malléabilité, c'est être capable de donner une forme sans déchirer un matériau, principalement métallique, mais aussi être capable de le faire en feuille. Regardez l'épaisseur de cette feuille-là, et pourtant, c'est bien du métal. Okay? Alors, une feuille de métal comme ça démontre bien la capacité des métaux d'être malléables. Ensuite, on a l'élasticité, que vous connaissez bien. Je prends ici un élastique. L'élasticité, c'est la capacité d'un matériau à s'étirer et à reprendre sa position initiale. Alors, si je veux jouer un mauvais tour à quelqu'un et je veux lui donner un coup d'élastique, c'est grâce à l'élasticité de l'élastique, évidemment. Alors, élasticité, autre propriété des matériaux. Ensuite, j'ai une propriété qui s'appelle ténacité.
Dans certains cas, on utilise des câbles en acier ou des câbles en métaux pour tenir des grosses structures qui sont très pesantes. Alors, la ténacité, c'est la capacité à résister à la tension. Alors, voyez-vous, ici, j'ai un fil qui est métallique. J'ai beau tirer autant comme autant dessus, il résiste aux tensions que je fais. Alors, je pourrais suspendre une masse qui est très pesante au bout, ici, et la suspendre, par exemple, au plafond. Et grâce à la ténacité, mon matériau ne brisera pas. Évidemment, ça fait référence au matériau qui est utilisé pour faire le câble, ici. Ensuite, on a la ductilité. Un peu toujours dans l'optique des fils. J'ai ici un fil métallique. Vous voyez, là, ce fil-là, il a la capacité, oui, de se déformer, donc il est malléable. Mais le fait qu'on puisse prendre un métal et qu'on puisse l'effiler comme ça, l'étirer sous forme de fil, un peu comme une gomme qu'on étirerait, une fois que le fil est refroidi, ça donne un fil comme ça. C'est la capacité d'être ductile. Donc, être capable de fabriquer des fils avec un métal. Une fois refroidi, il garde sa position, puis il ne se brise pas, il ne se casse pas. C'est ce qu'on appelle la ductilité. Au niveau de la fragilité, mais là, je n'ai pas besoin de vous faire une démonstration très complexe. J'ai ici une craie. Juste avec une simple petite force, je suis capable de briser la craie en morceaux. Évidemment, la fragilité, c'est une propriété qui s'applique souvent aux non-métaux. Résistance à la corrosion. Si on regarde un petit peu le laboratoire, le comptoir du laboratoire que vous avez ici est dans un matériau qui résiste à la corrosion. C'est-à-dire que si j'échappe des produits chimiques sur la surface, que ce soit de l'acide, de la base, que ce soit très concentré ou non, le matériau fait en sorte que ça va rester intact, que ça ne brisera pas. On va donc dire que le matériau résiste à la corrosion. Dernière démonstration, pour ce qui est de la résilience, c'est-à-dire la capacité de résister aux impacts, j'ai ici un examen d'électricité. Et voilà, vous êtes tous contents que j'ai frappé dans mon examen. Vous avez remarqué qu'il ne résiste pas au choc. Donc, on va dire que l'examen d'électricité n'est pas résilient. Par contre, si je regarde ici mon bloc de béton, très important de mettre ma paire de lunettes quand je frappe sur du béton avec un marteau. Alors, mon bloc de béton ici, même si je frappe dessus, il résiste à l'impact, il résiste au choc. On va donc dire que le béton, c'est un matériau qui est résilient. Alors voilà pour les propriétés des matériaux. Le domaine de la construction est un domaine qui est en constante évolution. Si on veut que nos constructions résistent à travers le temps, il faut prévoir un petit peu leur dégradation et leur protection. Dans les différentes constructions qu'on fait dans la société, il y a des intempéries. Le vent, évidemment. L'eau, particulièrement les inondations quand ça arrive. Le soleil et ses rayons UV qui dégradent les matériaux. Les pluies acides générées par les fumées industrielles. Et finalement, les micro-organismes qui s'installent dans les objets. Quand on confectionne des maisons, on va donc prévoir différents traitements qui vont permettre justement de protéger ces matériaux-là qu'on utilise dans les diverses constructions. Ces matériaux-là sont le bois, qui provient évidemment des arbres, les briques et les céramiques qui proviennent de la lithosphère, le sable, les différents métaux qui proviennent également de la lithosphère, et toutes les matières plastiques qu'on utilise qui sont à base de pétrole. Tous ces matériaux-là vont subir des contraintes. Commençons par une première contrainte, celle de compression. Quand on comprime un objet, on appuie sur ses extrémités, ce qui va être perceptible comme sensation pour le matériau ou pour la construction qu'on va faire. C'est un raccourcissement du matériau dû au fait qu'on comprime ses extrémités. Si plutôt on produit une force de traction ou de tension sur le matériau, c'est comme si on étirait ses extrémités. Le matériau va donc subir une contrainte due à une force de traction, une contrainte donc de traction ou de tension. L'allongement longitudinal va être une des choses qu'on va percevoir pour un des effets, c'est-à-dire qu'on va percevoir pour notre matériau. La troisième contrainte, c'est celle de flexion. Si vous avez un objet qui a 2 points d'appui et qui a une force de compression au centre, vous allez voir que sous l'effet de cette force-là, l'objet va se plier, va former une courbure. C'est ce qu'on appelle une contrainte de flexion. Un trampoline, par exemple, un plongeon, subirait des contraintes de flexion. Quand on a une force de rotation qui s'applique, ou un mouvement de rotation qui s'applique sur une poutre, par exemple, la rotation
engendre une contrainte de torsion. C'est le même mot, exactement le même mot que la force. Alors, l'effet perceptible sur ce matériau-là, c'est qu'il va tordre le matériau, soit une poutre de bois, soit une poutre de métal. Donc, dans certaines constructions, ça doit être à l'épreuve de ça. Finalement, la dernière contrainte qu'on va regarder ensemble, c'est celle de cisaillement. Donc, si on a deux forces de compression qui s'appliquent sur un objet, un peu comme on l'avait vu pour la feuille qui déchire, bien, l'objet doit résister à cette déchirure-là. On va donc dire qu'il subit une contrainte de cisaillement.